le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui à Liverpool en Angleterre pour une affaire bizarre où un tribunal a eu une bien étrange décision à prendre. Un homme peut-il être à deux endroits en même temps? Concernant les faits, je vais insister sur les horaires. Ça peut être ennuyeux, mais ça a toute son importance. C'est lors d'une sombre et froide nuit d'hiver qu'un homme a la désagréable surprise de découvrir le corps de sa femme assassinée en rentrant chez lui. William Herbert Wallace est né le 28 août 1878. Il est adepte de la philosophie stoïcienne et adore la lecture. Il part travailler à Shanghai et à Calcutta mais doit renoncer à ses voyages et rentre en Angleterre à cause d'une grave maladie rénale. Son rein gauche doit d'ailleurs lui être enlevé. C'est en 1914 qu'il rencontre et épouse Julia Dennis, qui est plus âgée que lui. Elle est née le 28 avril 1861. C'est une grande amatrice d'art qui joue du piano et qui peint des aquarelles. Aucun enfant ne naît de cette union. Le couple n'est pas très démonstratif et il semble assez froid l'un envers l'autre. Malgré tout, personne ne les a jamais entendus se quereller et ils semblent tenir sincèrement l'un à l'autre. Julia finit même par donner envie à William de jouer du violon et ils font des duos dans le salon. William est un intellectuel. Il donne des conférences de chimie à l'Institut technique de Liverpool par amour de la science. Le couple s'achète une maison de rangée au 29 Wolverton Street à Liverpool et William travaille pour la Prudential Assurance Company qui matraque la population avec sa publicité vantant les mérites de ses agents d'assurance, les hommes du Pru. Toujours amoureux des sciences, ils s'aménagent une chambre vide de leur maison afin d'en faire un laboratoire où il entasse diverses potions et fait l'acquisition d'un microscope coûteux. Son rêve est de faire une grande découverte scientifique. Si le couple n'est pas riche, il est à l'aise financièrement. Pendant que Julia peint et joue de la musique, William travaille et se rend ensuite à des tournois d'échecs, ce jeu étant sa passion. Alors je pourrais vous dire qu'il est un dieu des échecs, mais ce serait vous mentir. Il est carrément nul. Mais il persiste quand même et fait partie du Liverpool Central Chess Club, qui est dirigé par le capitaine Samuel Beattie. Les réunions de ce club se font les lundis et jeudis soirs dans la salle du rez-de-chaussée du Cottles City Café, qui se situe au 24 North John Street, à l'ouest de Liverpool, près de la rivière Mersey. Vu son très faible niveau, William ne joue des matchs qu'un lundi sur deux. Et c'est le cas le 19 janvier 1931, comme le confirme le tableau public affiché en face de la cabine téléphonique du café. Mais William n'est pas sûr de se rendre à ce match. Son épouse souffre d'une bronchite et lui-même sort à peine d'une grippe qui a fait des ravages dans la ville ces dernières semaines. Il ne souhaite pas laisser Julia seule. Celle-ci insiste. Tout va bien et elle va se reposer. William quitte donc le domicile, direction le Cottles City Café. Vers 19h15, avant que William n'arrive, une standardiste reçoit un appel d'un homme qui se trouve dans une cabine située à Anfield et qui souhaite joindre le Cottles City Café. Après pas mal de manœuvres, l'appel parvient enfin au bon endroit. La serveuse du café, Gladys, décroche et entend des marmonnements avant qu'un homme ne lui parle clairement. Il demande si William est arrivé. Gladys se rend auprès de Samuel Beattie pour lui poser la question. Comme William n'est pas encore là, Samuel prend le téléphone. L'appelant demande à nouveau si William est là. Suite à la réponse négative, il demande pour avoir son adresse, ce que Samuel refuse. Il lui propose de rappeler plus tard. L'homme ne le souhaite pas et demande à Samuel de transmettre un message à William. Il demande que celui-ci le rejoigne pour une assurance le lendemain à 19h30 au 25 Menlove Gardens East à Mosley Hill. Il s'appelle R.M. Caltrow. Quand William arrive entre 19h45 et 19h50, Samuel Beattie lui fait part de la conversation téléphonique et du rendez-vous fixé par R.M. Caltrow. William est très étonné. Il ne connaît absolument pas cet homme et encore moins cette adresse. Il se renseigne auprès des autres joueurs, mais personne ne connaît Menlove Gardens East. Après avoir, par miracle, gagné son match, William quitte le club vers 22h15 et rejoint son épouse. Après avoir mangé un bout, les deux vont se coucher à minuit, non sans avoir cherché leur chat, Pouce, qui ne s'est plus montré depuis quelques heures. L'agent d'assurance se prépare le lendemain matin pour sa journée de travail. Il endosse son imperméable gris foncé pour affronter le mauvais temps. Sa mission de cette matinée, la collecte des primes d'assurance auprès de ses assurés. Il rentre chez lui à 14h30 pour ranger cet argent dans une caisse dédiée à cet effet.
Il met son impair qui est trempé à sécher, mange un morceau et repart à 15h15 pour achever sa journée. Comme le temps est plus clément, il décide de mettre son imperméable plus léger de couleur beige. En chemin, il croise un agent de police et se rend chez ses clients où il prend le thé, papote de tout et de rien comme d'habitude. Pendant ce temps, Julia ne reste pas beaucoup seule. La belle-sœur de William, Amy Wallace, vient lui rendre visite et le boulanger vient lui livrer son pain. Amy et Julia passent un bon moment et Amy s'en va à 16h30 et croise le laveur de vitres qui vient s'occuper des fenêtres arrière du domicile du couple. William rentre chez lui à 18h05 et les époux mangent des scones. William commence ensuite à se préparer pour se rendre à son étrange rendez-vous. Alan Close, le livreur de lait, arrive au domicile des Wallace entre 18h30 et 18h45. Il frappe à la porte et dépose le bidon de lait sur le pas de la porte. Il part ensuite faire de même dans les maisons voisines. William, quant à lui, quitte sa maison à 18h45 en portant son imperméable sombre. Alan revient à la maison des Wallace pour récupérer le bidon de lait vide. Il voit Julia qui lui dit de vite rentrer chez lui car il fait froid et qu'il a une mauvaise toux, tout comme elle. Pour se rendre au lieu du rendez-vous, William prend 3 tramways. Le premier, qui est à un quart d'heure à pied de chez lui, démarre à 19h06 et le second de 19h15 se rend vers Penny Lane et le rapproche de sa destination. Il continue à demander au chauffeur où ça se trouve exactement car il ne le sait toujours pas. En toute logique, il organise son trajet pour être déposé à Menlove Gardens West, qui ne doit pas être loin de Menlove Gardens East. Arrivé sur place à 19h30, William part à pied à la recherche de l'adresse. Il tourne en rond un bon moment, rencontre des gens qui l'envoient à gauche et à droite et finit par parler à un officier de police qui lui dit qu'en réalité, s'il existe bien un Menlove Gardens North, South, West, il n'existe aucun Menlove Gardens East. Voulant quand même s'en assurer, il part à la recherche d'un annuaire dans ce bureau de poste qui ouvre tard le soir et en trouve un qui lui confirme ce que le policier lui a dit. Voilà notre assureur bien ennuyé et obligé de rentrer chez lui sans avoir vu ce mystérieux R.M. Caltrow. Il est aperçu en train de parler avec un homme à 20h35 près de l'entrée du parc Richmond par Lily Hall. Il arrive chez lui à 20h40, un peu désabusé par cette soirée perdue à courir après un fantôme. Il essaye d'ouvrir la porte d'entrée mais ça ne fonctionne pas. La porte est fermée de l'intérieur. Bizarre. Il frappe pour que Julia vienne lui ouvrir et n'obtient aucune réaction de son épouse. Peut-être s'est-elle assoupie. Il décide donc de faire le tour de la maison pour utiliser la porte arrière. De nouveau, il trouve porte close. Retour à la porte de devant où rien n'a bougé. À ce stade, il commence vraiment à paniquer. Pourquoi tout est verrouillé et pourquoi Julia ne vient pas lui ouvrir? Il repart vers la porte arrière quand il croise leurs voisins John et Florence Johnston à qui il raconte sa mésaventure et il leur demande s'ils ont entendu quelque chose de suspect dans la soirée. Les voilà tous les trois devant la porte arrière qui étrangement s'ouvre cette fois. William entre seul dans la maison sombre et silencieuse pendant que ses voisins attendent à l'extérieur. Il allume les lumières et crie le nom de sa femme. Il se rend dans leur chambre pensant qu'elle dort, mais elle ne s'y trouve pas. Sa prochaine destination est le salon obscur. Il craque une allumette et aperçoit Julia étendue sur le sol près de la cheminée, le crâne en sang. Il court à l'extérieur et crie à ses voisins « Venez voir, elle a été tuée ». Les Johnston pénètrent dans la demeure et voient le corps de Julia. Son crâne a été fracassé. Leur première idée est une chute, un malheureux accident. Cependant, les éclaboussures de sang tapissant les murs et les meubles racontent une autre histoire, un acte criminel. Wallace demande à son voisin d'aller chercher le médecin le plus proche, même s'il est déjà trop tard pour la malheureuse Julia. Avant de partir chercher un médecin et la police, Johnston conseille à William de vérifier si rien ne manque dans la maison. Il y a pas mal de cambriolage pour le moment dans le quartier et il pourrait s'agir d'un vol qui a mal tourné. Et en effet, le coffret où William a rangé l'argent des assurances récolté plus tôt dans la journée et qui se trouve sur une planche au-dessus d'un meuble a été ouvert et vidé en partie. Rien d'autre ne manque, pas même de l'argent laissé bien en vue dans un plat. Par contre, Pouce le chat réapparaît et William lui verse du lait calmement, comme si rien ne s'était passé. L'agent P.C. Williams arrive le premier sur les lieux. William lui fait visiter la maison et lui montre un pot de confiture qui trône sur la cheminée et est utilisé en quelque sorte comme une tirelire par le couple.
L'argent qui s'y trouve n'a pas été volé, mais un des billets présente de nombreuses traces de sang. La chambre d'amis est en désordre, les draps sont partiellement enlevés et les oreillers sont par terre. Les bijoux de Julia se trouvant dans des tiroirs de cette chambre n'ont pas été volés. Dans la salle de bain, un caillot de sang est trouvé sur la lunette des toilettes. Quant au corps de la malheureuse Julia, il est couché sur le côté droit en travers du tapis. Son bras droit est en dessous d'elle, le gauche est posé contre elle plié au niveau du coude. L'avant-bras est posé sur sa poitrine. Sa tête est entourée d'une large auréole d'os, de sang et de matière cérébrale. Au-dessus de son oreille gauche se trouve une plaie béante. Un imperméable partiellement brûlé et trempé de sang se trouve à côté d'elle, un père qui appartient à William. Vous dire que la police a saccagé la scène de crime est un euphémisme. Par exemple, un policier est arrivé rond comme une queue de pelle et a utilisé les toilettes. Vous avez bien entendu, celle où il y avait un caillot de sang. Et bien entendu, il a tiré la chasse. Bye bye les indices potentiels. Pour finir, c'est le détective Hubert Moore qui reprend la tête de l'enquête. Et il a une idée. Dans les cas de meurtre de femmes, le mari est souvent le coupable. Son enquête va directement s'orienter dans ce sens, ce qui entraîne l'arrestation de William le 2 février 1931. D'après l'autopsie réalisée par John Edward McFall, Julia est morte à 18 heures suite aux nombreux coups, 11 ou 12, qu'elle a reçus à la tête avec un objet contondant qui n'a pas été retrouvé, un tisonnier ou une barre de fer par exemple. Tout colle. William passe le fameux coup de téléphone le 19 janvier au club d'échecs pour se donner un alibi. La cabine d'où il a été passé est à 300 mètres seulement de chez lui. Il arrive ensuite pour jouer et fait l'étonné quand Samuel Beatty lui transmet le message pour le rendez-vous avec quelqu'un qui n'existe pas en réalité, avec une fausse adresse. Le lendemain, il trucide Julia en portant son impair pour éviter d'être plein de sang, tente de le brûler et finit par le laisser près du corps. Il s'en va ensuite prendre le tramway et se montrer partout pour se donner l'alibi parfait. Et le témoignage du laitier Alan Close alors. Il affirme tout de même avoir vu Julia vivante à 18h45. Aucun problème. Soit William s'est déguisé en Julia pour prendre le lait et parler au garçon, soit Alan s'est trompé d'heure. Oui, mais sa montre est vérifiée et elle donne l'heure juste à 1 ou 2 minutes près. Et il sait reconnaître Julia. Il la voit tous les jours pour le lait. Bah, c'est un gamin, il se trompe. Et puis, entre 18h et 18h45, ça laisse peu de temps pour William commettre son crime, se laver, se changer et courir après son tramway. Un policier jeune et en pleine forme tente l'expérience et réussit. N'oublions pas que William sort à peine d'une méchante grippe, souffre de graves problèmes rénaux et que personne ne l'a vu courir comme un dératé dans les rues. Et l'arme, comment s'en est-il débarrassé? Simple, il l'a glissée dans la manche de son impair pour la jeter quelque part en cours de route. Les environs de son trajet ont été fouillés, sans résultat. Quant au mobile, Julia a menti sur son âge et sur ses origines, un mobile assez mince. En à peine 10 minutes de délibération, William est condamné à mort par pendaison le 22 avril 1931. Échec et mat, si je puis dire. Mais voilà qu'un événement inattendu se produit. Le médecin légiste reconnaît avoir fait une erreur. Julia est en fait décédée de 3 ou 4 coups à 19h50. Voilà qui change tout. À cette heure-là, William est loin de chez lui. Mieux encore, selon les spécialistes de l'époque qui ont analysé les tuyaux, personne ne s'est lavé dans la salle de bain le soir du meurtre. Je vois mal William se balader, rempli de sang dans toute la ville. Un test sur les vêtements que William portait le soir des faits est analysé et aucune trace de sang n'est trouvée. Je vous vois déjà vous dire, oui mais il n'y avait pas tous les tests qu'on peut faire actuellement pour trouver du sang. Et c'est vrai. Cependant, il existait déjà à l'époque un produit ancêtre du Blue Star, la benzidine. Ce produit réagit avec le fer contenu dans le sang et donne une couleur bleue. Il a au tout début été utilisé à des fins médicales. Il a fini par être abandonné car il est très nocif et provoque des cancers. Pour finir, la standardiste téléphonique qui a eu le coup de téléphone de R.M. Caltrow et qui connaît la voix de William affirme que ce n'est pas lui qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Face à tous ces éléments, l'avocat de William, Hector Munro, demande l'annulation du verdict. C'est chose faite en mai 1931. La cour d'appel pénale casse le verdict et William sort du tribunal en homme libre et retrouve son emploi à la prudentiale. Mais malgré cet acquittement, beaucoup pensent encore qu'il est coupable.
Son comportement au moment où il cherchait l'adresse fictive était trop bizarre. Il a tout fait pour se faire remarquer, comme s'il voulait se fournir un alibi solide, ce qui a marché. Il fait l'objet de menaces et les gens le fuient. Plus possible pour lui de faire le tour des clients de l'agence pour récolter les montants d'assurance. Il se retrouve coincé dans un bureau et est obligé de déménager. Il décède le 26 février 1933 d'une grave infection du rein. Il est inhumé auprès de Julia au cimetière d'Anfield. La police s'est focalisée tout de suite sur William et on le comprend parfaitement vu son attitude pour se montrer loin de chez lui la soirée fatidique. Mais y a-t-il d'autres personnes qui auraient pu commettre le crime? La réponse est oui. Il s'appelle Richard Gordon Parry, tout le monde l'appelle Gordon. Né le 12 janvier 1909 dans une famille plutôt aisée, il se montre rapidement indiscipliné et donne beaucoup de soucis à ses parents. Mauvais élève, il quitte l'école à 14 ans et commence à travailler à la Prudential à 17 ans. Son superviseur, Joseph Crew, est le même que William. C'est de cette façon que Gordon entre dans la vie du couple. Il se rend parfois chez Julia et William pour le travail mais aussi pour chanter alors que Julia joue du piano. Quand en 1928, William attrape une bronchite qui le cloue au lit, c'est Gordon qui reprend sa tournée pour collecter l'argent des assurances avec l'aide d'un de ses amis, Joseph Caleb Marsden, qui avait été licencié de l'entreprise pour avoir volé dans les caisses. Et William constate que Gordon, en qui il a mis toute sa confiance, fait de même. Il y a de gros écarts entre les montants collectés et les montants reçus. William ne dénonce pas son jeune ami, mais la direction finit par se rendre compte des magouilles de Gordon et contacte son père qui rembourse la Prudential des sommes volées par son fils. Gordon quitte la compagnie et trouve un emploi dans une autre. Gordon sait que William va au tournoi d'échecs car il se rend au même endroit pour répéter avec sa troupe de théâtre. Il est certain que s'il se présente au domicile des Wallace, Julia le laissera entrer, car, rappelez-vous, les portes étaient fermées et il n'y a pas eu d'effraction. Le témoignage d'un garagiste jette de l'huile sur le feu. John Parks, 24 ans à l'époque, qui travaillait toute la nuit du meurtre au garage Atkinson, qui fait en même temps service de taxi, déclare que Gordon est venu laver sa voiture à grandes eaux. Il avait un gant taché de sang dans la boîte à gants et disait que la police le pendrait si elle trouvait ça. Il est bien connu dans ce garage car il y vient souvent et n'est pas apprécié. Il ne paye pas les réparations effectuées sur son véhicule, utilise le téléphone du garage pour appeler des gens qu'il ne connaît pas et faire des blagues, et il est même surpris en train de fouiller le casier du fils du propriétaire du garage pour trouver de l'argent. Tout ça pour dire que Parks ne l'a pas confondu avec quelqu'un d'autre, surtout qu'ils sont allés à l'école ensemble. Pourquoi ce grand nettoyage tard le soir? Y avait-il des traces de sang à faire disparaître? Voici une des déclarations du parcours de Gordon cette nuit-là. Je dis une, car il a souvent changé de version. Le mardi 20, j'ai fini mon travail à 17h30. Je me suis rendu chez Madame Olivia Bryan, une femme mariée dont le mari était en mer. Sa fille, Savona, et son neveu étaient présents. Vers 20h30, je suis allée acheter des cigarettes et le journal du soir. Je me suis ensuite rendue vers le domicile de ma petite amie, Lily Lloyd. Sur la route, j'ai passé 2 coups de téléphone. Tout ça, c'est très bien, sauf que le fameux neveu de Madame Bryan n'était pas réellement là. Il a téléphoné à sa tante qui lui a dit que Gordon était présent chez elle. Il ne l'a pas vu en vérité. Et comme vous pouvez le voir, la demeure de Madame Bryan est proche de celle des Wallace. Quant au mystérieux R.M. Cartrow, la police a trouvé un R.J. Cartrow rapidement écarté des suspects car il a un alibi en béton. Mais là où cet homme est quand même intéressant, c'est qu'il était un client de Joseph Caleb Marsden, le copain de Gordon. Drôle de hasard car ce nom n'est pas courant. Lily Lloyd reconnaît des années plus tard avoir menti pour couvrir Gordon. Elle ne l'a jamais retrouvé ce soir-là. Peut-on la croire alors que Gordon vient de rompre avec elle? De toute façon, ça ne change pas grand-chose, car à l'heure où Gordon l'a soi-disant rejointe, le meurtre avait déjà eu lieu. Il n'a jamais été inquiété dans cette affaire, mais a continué sa vie de délit, allant jusqu'au viol d'une jeune femme. Pour quelle raison Gordon aurait-il commis ce crime? Avait-il une liaison avec Julia pendant leur soirée musicale? Est-ce un vol qui a mal tourné? 4 livres ont été volés dans la caisse, mais il aurait dû y en avoir beaucoup plus. William étant malade, il n'avait pas fait toutes ses tournées pour récolter l'argent des assurances cette semaine-là. Mais pourquoi ne pas avoir pris l'argent bien en vue dans un plat si c'est un vol? Personnellement, il y a une chose qui me pose question.
Pourquoi passer un coup de fil au club d'échecs pour inventer un rendez-vous afin d'éloigner William de chez lui, alors qu'il suffisait d'attendre qu'il soit justement à son club d'échecs pour agir? Un certain Stan propose une autre solution. Le couple de voisins présents lors de la découverte du corps, le couple Johnston. Leur mobile serait le vol tout simplement, et ils seraient en fait responsables de la série de cambriolages qui ont eu lieu dans le quartier. John passe le coup de fil pour attirer les Wallace en dehors de chez eux. Le jour J, il voit William quitter la maison accompagné de Julia portant l'impair qui sera trouvé à côté de sa dépouille. Ils attendent un peu et entrent dans la maison des Wallace dont ils ont la clé pour nourrir le chat quand ils ne sont pas là. Ils commencent à fouiller la maison et ont la surprise de tomber sur Julia. Elle n'était pas sortie pour accompagner son mari mais seulement pour chercher le chat et est rentrée ensuite. Pris au piège, les Johnston n'ont pas d'autre choix et tuent Julia afin de ne pas être dénoncés. John Johnston aurait avoué le meurtre sur son lit de mort. Le problème est qu'il était complètement dément les derniers jours de sa vie. Malheureusement, à l'heure actuelle, personne ne sait qui a tué la pauvre Julia. Toute cette affaire est vraiment étrange et a inspiré de nombreux livres. En voici quelques-uns. Le 1er mars 1969, Jonathan Goodman publie The Killing of Julia Wallace. Le 1er juin 2001 paraît The Murder of Julia Wallace, écrit par James Murphy. Le 5 novembre 2009, John Gannon sort The Killing of Julia Wallace. En mai 2021 sort Checkmate, The Wallace Murder Mystery, écrit par Mark Russell. Et pour finir, Roger Wilkes sort le 3 juin 2021 The Wallace Case, Britain's Most Baffling Unsolved Murder. Alors d'après vous, qui est l'assassin de Julia ?